Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre host Philoussi, je suis très content de vous retrouver. Deuxième vidéo catch sur la chaîne et première vidéo d'une série un peu spéciale, quelque chose de nouveau que j'ai envie de tester, que j'ai jamais fait. C'est une série que j'appellerais vulgairement à la découverte du catch mondial. C'est une vidéo qui s'inscrit dans une réflexion un peu plus globale. Comme vous le savez, ou ne le savez peut-être pas, je fais partie du groupe des Sauveurs de la Lutte, qui a également une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, un compte Twitter d'ailleurs. N'hésitez pas à aller suivre, j'en profite pour faire une auto-promo. Et sur cette chaîne, si vous nous suivez, vous avez sûrement vu que, allez, on va dire que depuis WrestleMania, officiellement, ou en tout cas depuis WrestleMania beaucoup plus concrètement, la WWE m'attire beaucoup moins, ne m'attire même plus du tout. Pour être honnête, on est le dimanche 18 mai et ça fait 3 semaines que j'ai pas vu un show en entier, que j'ai rien vu hormis des extraits Twitter. Pour plein de raisons qu'on a débriefé dans la vidéo Guerre froide qui sortira ou qui n'est pas encore sortie à l'heure où je fais cette vidéo. Voilà, petit teasing, petite easter egg dans une des vidéos. Et du coup, sachant cela, j'avais également expliqué plusieurs fois sur cette chaîne que ça faisait maintenant une bonne année ou 2 bonnes années que je regardais de plus en plus de catch, alors vulgairement catch indépendant, qui en vérité n'est pas forcément le catch indépendant, hein, parce que bon, je regarde l'Elite Wrestling depuis 2019, c'est pas du catch indépendant. Je regardais un peu de TNA, alors ça peut être vu comme du catch indépendant, mais ça l'est pas réellement. New Japan Pro Wrestling, donc là si on traverse l'Atlantique et qu'on va au Japon, c'est pas du catch indépendant, mais voilà, vulgairement, tout ce qui est considéré hors WWE, on appelle ça le catch indépendant, même si en fait c'est juste les autres grosses promotions. Et en fait, en regardant les derniers shows que j'ai pu voir sur l'année 2025, je me suis dit que ce serait sympa, pourquoi pas, de vous emmener avec moi dans ce nouveau parcours, dans ce nouveau voyage que moi j'apprécie énormément. J'apprécie découvrir des lutteurs, des lutteuses. J'apprécie découvrir de nouveaux styles de catch, découvrir de nouvelles façons de consommer le catch. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous entraîner avec moi et puis en faire une série de vidéos où chaque vidéo en fait on découvrira peut-être ensemble une promotion. Du coup, comme WWE on va dire m'a fané un peu, m'a vraiment fané depuis quelques mois, j'ai décidé de m'ouvrir un peu plus, encore plus même, et pas me contenter simplement de catch américain. Et donc ce sera un peu l'objectif de cette vidéo. Concrètement, comment ça se passera en vidéo? Je vais essayer de pas faire trop long déjà. J'essaierai de faire. Alors peut-être que celle-là durera un peu plus longtemps. Mais les autres, en tout cas, ne dureront pas très longtemps parce que l'objectif, c'est pas de vous envoyer du contenu et de vous gaver comme des oies, mais vraiment de vous montrer un peu ce que moi j'ai pu retenir de shows que j'ai pu découvrir, de promotions que j'ai pu découvrir, de lutteurs, de lutteuses que j'ai pu découvrir, pour essayer peut-être de piquer votre curiosité comme la mienne est piquée depuis quelques mois. Euh, donc, ce qui se passera, c'est que je prendrai toujours un seul show. Voilà, j'irai pas pour que ça reste, on va dire, plutôt vulgarisateur, que ça reste à la portée de tous ceux qui n'ont peut-être jamais même entendu parler de ces promotions. Pour que ça reste à la portée de tout le monde, je vais essayer de faire ça court et de prendre un seul show. Généralement, peut-être que je prendrais plutôt un gros show. Évidemment, je ne prendrai pas de weekly. Si un jour je fais une vidéo Elite, je ne prendrai pas un Dynamite classique parce que c'est beaucoup trop compliqué. Il y a des storylines, des segments qui peuvent se croiser, etc. Je prendrai les shows. Et en fait, je parlerai de ce que je sais au moment du show. Par exemple, si j'ai une vidéo sur New Japan et que j'ai un match entre, je sais pas moi, Gabe Kidd et David Finlay, si je n'ai pas le background, bah c'est pas grave. Le but aussi, c'est aussi de montrer qu'il y a toujours un moment pour commencer et qu'il ne faut pas hésiter à commencer et faut pas se freiner parce que je connais pas le background de tel superstar, je connais pas l'historique de cette rivalité, etc. Il y a toujours un moment où il faut se lancer. Vous arriverez jamais à arriver à être à l'instant T sur un show au courant de tout sur une nouvelle promotion, mais il faut se lancer et puis vous rattraperez forcément les histoires. Vous rattraperez les histoires au passage, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionnerai. On prendra un show, j'expliquerai peut-être, je mettrai peut-être un peu de mise en contexte. Est-ce que c'est un show important? Quelle place il a? Quel superstar s'y montre? Est-ce qu'il y a un événement spécial autour de ce show-là en particulier, même si c'est un show qui existe depuis 20 ans, etc. Et puis, je vous donnerai honnêtement ce que j'ai aimé du show, ce que j'ai peut-être pas aimé. J'essaierai beaucoup d'aller sur le positif parce que aller sur le négatif et faire que des vidéos où c'est pas négatif, pour moi ça va être un peu relou à la longue. Donc évidemment je listerai peut-être les points qui m'ont un peu dérangé, mais j'essaierai beaucoup d'aller vers ce que j'ai
aimé des shows et pourquoi ça a piqué ma curiosité et surtout est-ce que j'ai envie de continuer à regarder plus tard. Donc voilà, c'était un peu pour de la mise en contexte, pour vous expliquer un peu à quoi ressembleraient ces séries de vidéos. Donc bah écoutez, si le concept vous plaît, si vous êtes on va dire un peu dans le train comme moi je le suis, et bah écoutez, asseyez-vous, prenez peut-être de quoi boire et de quoi manger et puis c'est parti. Pour cette première vidéo, j'avais hésité à vous faire une vidéo All Elite sur le dernier AEW Revolution d'il y a quelques mois, même si j'avais du coup un peu de retard, même pas mal de retard, parce que c'était une plutôt bonne introduction à autre chose que WWE, que malgré tout il y aurait peut-être des visages que vous reconnaîtriez, etc. Mais finalement je me dis que c'était peut-être pas une bonne idée, et que le ressentiment global qu'il y a autour de WWE depuis quelques semaines, quelques mois, il est par une volonté de rupture avec le modèle et le produit proposé. Et donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant en fait de directement commencer par ce qui peut se faire de complètement opposé et de commencer par le show que j'ai fini aujourd'hui parce qu'il durait 5 heures, que c'était très 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 long et on en parlera. Le All-Star Grand Queendom de Stardom 2025. Alors, peut-être que certains ne connaissent pas, peut-être que certains ne voient même pas de quoi je parle. Rapidement, en une phrase, Stardom, c'est la promotion numéro 1 du Japon en catch féminin, qu'on appelle aussi le Joshi. Voilà. Franchement, à partir de là, je peux donner plus d'explications. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Il y a une promotion concurrente qui est rentrée en jeu il y a quelques mois. Mais voilà, Stardom, c'est le mastodonte du catch japonais féminin. Au Japon, peut-être même dans le monde, puisque aux États-Unis, il n'y a pas de promotion uniquement féminine. En tout cas, de grosses promotions uniquement féminines. Pourquoi avoir pris Stardom, le Grand Queendom de Stardom, en premier pour démarrer cette série? Comme je l'ai dit, j'avais envie de prendre un contre-pied, c'est-à-dire qu'il y a une vraie rupture qui se fait avec le produit qu'on a l'habitude de voir chez WWE. Donc, moi, pour tout de suite m'extirper de ces comparaisons incessantes, ce que j'ai voulu faire, c'est changer radicalement ce que je regardais et regarder un truc auquel j'étais pas habitué de base. Le catch japonais, c'est très particulier parce qu'il y a beaucoup de différences avec le catch américain, notamment dans l'approche des matchs. Quand je dis l'approche des matchs, c'est plus l'approche du spectateur face au match. Si vous regardez un match de New Japan ou de Stardom, vous verrez que souvent le public est plutôt silencieux pendant les matchs parce que le principe c'est de laisser, c'est plutôt de respecter l'art et de laisser les superstars catcher. Donc moi j'ai tout voulu m'inscrire dans cette démarche inverse. Et 3 choses. La première, c'est que, ça c'est que mon avis et je sais que c'est partagé par beaucoup de personnes, aujourd'hui quand on parle de catch, l'excellence c'est le catch féminin. Aux États-Unis, pour moi, il n'y a même pas de débat, que ce soit chez WWE ou chez l'Elite. Hormis quelques exceptions chez l'Elite, le top du top, c'est le catch féminin. Et au Japon, je sais que, et ça rejoint mon deuxième point, pour en avoir parlé avec pas mal de gens qui suivent ça depuis une bonne dizaine d'années au moins, c'est pas forcément que c'est le catch féminin qui est le meilleur, mais en tout cas, ça se discute. Et le pay-per-view dont on va parler, pour moi, peut confirmer ce genre de propos et ce genre d'opinions qui se défendent. Autour de moi, on m'a beaucoup parlé de Stardom, de ce pay-per-view qui apparemment chaque année est un des plus gros pay-per-view de l'année en termes de catch comparé à tout ce qui se fait dans le monde pendant toute l'année. Et troisième point, c'est tout simplement la plus grosse compagnie japonaise féminine et surtout c'est leur gros show de l'année, c'est on va dire leur WrestleMania à elle. Donc voilà, je pense que c'est une bonne façon de commencer cette série d'épisodes. Le All-Star Grand Kingdom 2025 de Stardom. D'ailleurs, je dis Stardom depuis le début, mais le nom complet, c'est la World Wonder Ring Stardom. Avant de rentrer dans le show, dernier petit préambule. Comme je vous l'ai dit, on va découvrir du catch ensemble. Donc on va découvrir des promotions. Moi, j'ai évidemment pas la science infuse, et pour pas mal de promotions qu'on découvrira ensemble, je découvrirai un peu le lore de la promotion et l'historique en même temps que je ferai les vidéos. Donc l'objectif, ça va pas être de devenir un Wikipédia et de faire de la lecture de ce que j'ai pu trouver sur Wikipédia. Donc je vous ferai à chaque fois les grandes lignes de ce que j'ai pu comprendre et trouver sur la promotion pour pouvoir vous donner un peu de contexte et essayer de comprendre ensemble un peu quelle est cette compagnie et quelle place elle a aujourd'hui. J'en profite pour dire que sur Stardom, en tout cas sur le catch japonais, il y a une vidéo des copains de Squash FM que vous avez déjà pu voir sur la chaîne des Sauveurs avec nous et qui ont une chaîne à eux et qui font du super contenu.
qui font du super contenu. Ils ont sorti une vidéo, alors à l'heure où je vous parle, elle est sortie il y a 48 heures, sur le Tokyo Joshi. Allez la voir, vous apprendrez peut-être beaucoup de choses sur le catch japonais. J'ai pas encore vu la vidéo, donc je sais pas s'ils ont parlé de Stardom. C'est possible. En tout cas, allez voir la vidéo. Peut-être que vous apprendrez beaucoup plus de choses que ce que vous ne pourrez apprendre ici. Je mettrai la vidéo, alors soit je mets un lien là qui s'affichera à l'image si j'arrive à le faire, parce que bon, j'ai quand même 70 ans en termes de montage, soit je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir la vidéo. Donc moi, je vais simplement vous faire ce que j'ai pu trouver rapidement. Ce que j'ai pu trouver rapidement, c'est que Stardom, du coup, s'est créé en 2010, que le premier show a eu lieu le 23 janvier 2011, il s'appelait Birth of Nova, et qu'il a été créé par un certain Rossi Ogawa, que on connaît bien aujourd'hui en 2025, puisque c'est le fondateur de Marigold, la promotion qui concurrence Stardom aujourd'hui. Ce Rossi Ogawa, il a contacté Fuka Kakimoto et Nanae Takashi, qui sont apparemment deux grosses figures du catch japonais dans l'histoire de la discipline, pour créer une promotion de catch féminin, pardon. Et c'est comme ça que s'est créé Stardom. Cette Fuka Kakimoto, elle s'est mise à entraîner des gens, dont une certaine Mayu Iwatani, vous l'aurez compris, qui a encore fait parler d'elle, puisque, en plus d'être une des meilleures lutteuses au monde actuellement, elle a quitté Stardom il y a quelques semaines, vous verrez, on en reparlera, pour rejoindre la concurrence, et donc le Marigold de Rossi Ogawa. Voilà, on est bon côté préambule, on est bon sur l'historique, passons maintenant au show. Alors, pour le show, je vais d'abord parler des à côté, de ce qui m'a plu dans l'à côté du show, enfin on va dire dans la présentation, dans le produit global autour du show. Et je suis évidemment obligé de vous parler du wait times dès le début. Alors j'ai regardé le show en différé, je l'ai même regardé en plusieurs fois comme je vous l'ai dit, parce que 5 heures de show, 5 heures et demie, c'est beaucoup trop. Impossible de me faire ça, que ce soit le matin ou même... Enfin, je live que les gros shows à 5 heures non-stop comme ça. Donc c'est beaucoup plus simple évidemment parce que je peux passer, mais je le voyais, je passais pas beaucoup. Je passais pas 10 minutes de show à chaque fois. Et quand on est habitué aux produits américains, avec forcément des pubs, du package promo, etc., à foison entre chaque match, c'est évidemment hyper marquant. Je vous mettrai les wait times de chaque match, vous verrez que c'est plutôt c'est assez marquant, c'est assez frappant comment ça s'enchaîne vite, mais pas trop vite pour que j'ai pas le temps de souffler. Donc déjà ça c'est la première chose. Ensuite, le nombre de matchs. Alors, c'est le plus gros show de l'année, je ne sais pas si les autres cartes ont autant de matchs, mais là, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs. J'ai eu 10 matchs, sans compter le pré-show. Je sais que ça fait beaucoup parler, notamment depuis que WWE est passé à la formule des 5 matchs. Moi, 10 matchs, ça me dérange pas, du moment que c'est bien dosé, que j'ai pas que des matchs de 25 minutes, que j'ai pas que des matchs de 10 minutes non plus. Alors, bon, c'est vrai que 10 matchs, ça peut faire beaucoup quand on regarde en live, par exemple. Allez, 8-9, ça pourrait être bien. Mais là, pour le coup, moi, ça m'a pas trop dérangé. Encore une fois, parce que je l'ai regardé en différé et en plusieurs fois. Sur ces 10 matchs, il y en a seulement 4 qui m'ont pas vraiment marqué. En fait, je trouve que le show est divisé en deux parties. T'as la première partie qui est de l'opener entre Ina et Rana Yagami jusqu'au Six-Man Tag Team Match de Meiko Satomura contre les Cosmic Angels, où c'est pas dégueu, mais j'étais pas debout, je suis pas tombé de ma chaise jusqu'à ce moment-là. Là où le show prend une vraie autre tournure et où on passe, fallait limite se mouiller la nuque tellement le niveau a grimpé d'une échelle. Le no disqualification match entre Mei Seira et mon ami dédicace à Zack et Aznedine, mon ami Suzuki, qui nous ont envoyé 15 minutes 55 d'un banger sans nom. C'était hyper. Alors, je sais pas si c'est violent le terme, c'était brutal. Bon, comme tout le reste du show d'ailleurs, c'était hyper brutal. Et c'était vraiment cool à voir. Vraiment, bon, moi je connais pas les performances habituelles des lutteuses, mais si c'est la moyenne de ce qu'elles peuvent faire, moi je trouve ça juste dingue. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pu me mettre dans le show à 100% en termes d'in-ring. Encore autour de l'in-ring, un truc dont je suis obligé de parler. Je sais qu'il y a une entrée qui a fait le tour du réseau sur Twitter, etc. Chaque lutteuse qui venait avait sa propre personnalité. Il n'y avait personne de fade. Il n'y avait aucun cliché du catcheur. Chacun venait avec sa personnalité. Que ce soit Azumi, que ce soit Shuri,
que ce soit Maika, que ce soit Suzuki, que ce soit évidemment Saya Kamitani qui a envoyé l'entrée l'entrée de l'année. Sincèrement, elle a redéfini ce qu'on appelle l'aura. Donc non, vraiment ça c'était super plaisant de voir un show où on me propose quelque chose, où tout le monde ne vient pas avec une entrée ou une façon de rentrer, une façon de se présenter un peu uniformisée ou qui doit suivre des codes. Là c'était juste magnifique. Tu sentais que chaque lutteuse apportait sa touche à son entrée. Donc c'était hyper plaisant à voir. On laisse de côté les à côté, l'entrée, la présentation, tout ça, et on va rentrer dans le vif du sujet, qui est le show en lui-même et donc les matchs. Alors, je vous l'ai dit, le but, c'est pas de faire une review complète du show en allant du match A au match Z, rentrer dans les détails, etc. C'est plus de faire une sorte de récap global de ce qui m'a plu dans le show et de pourquoi je vous conseillerais d'aller le voir. Donc, je vais pas parler des 4 premiers matchs comme je l'ai dit, parce que c'est pas des matchs qui m'ont transcendé. Je me suis pas levé de ma chaise. Comme je l'ai dit, c'était correct, c'était bon, sans être exceptionnel. Là où le show pour moi commence vraiment, c'est le match entre Suzuki et Saira, pardon, membre des Neo Genesis. 15 minutes 55 d'un énorme match. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Je connaissais aucune des deux avant le match. Alors, je connaissais Suzuki, mais pour des raisons juste complètement annexes. Dédicace à Zax et Zinedine. Mais j'ai vraiment pris mon plaisir devant ce match. C'était un no disqualification match. À part si je suis fou, mais il n'y a pas eu d'armes utilisées, il n'y a pas eu de chaise, il n'y a pas eu de table, il n'y a pas eu de corde. Il faudrait que je revérifie au montage, mais il me semble qu'il n'y a pas eu de trop, en tout cas, d'outils utilisés. Juste de la brutalité. Suzuki, c'est une bully. Elle est là pour faire du mal. Elle est très très méchante. Elle est très 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 méchante. Elle est pas sournoise, elle est vraiment brutale. C'est vraiment la brute de la cour de récré. Et la pauvre Maïsara, elle a vraiment essayé de se défendre. Il y a eu pas mal de moments où elle est revenue dans le match, où elle a un peu dominé, mais au global, Suzuki a plutôt dominé le match et c'est, on va dire, logiquement imposé. Ça, c'est aussi un truc que j'ai beaucoup aimé dans chaque match. C'est la construction des matchs est logique de A à Z. Et ce qu'on te fait comprendre au fur et à mesure du match, c'est que le vainqueur, celle qui va gagner, est logique. Ça m'a fait ça sur tous les matchs. Alors certains matchs j'avais les résultats, certains je les avais pas. Mais sur tous les matchs, après, à partir de la moitié du match à peu près, j'étais capable de savoir qui allait gagner. Non pas parce que c'était prévisible, mais parce que le match était construit de telle sorte à ce qu'elle gagne et qu'il n'y avait pas d'autre choix qu'elle gagne. Et c'est un truc c'est pour moi une nuance qui est hyper importante, dans le sens où on m'a pas dit pendant 10 minutes, regarde celle qui va gagner, regarde celle qui va gagner. C'est comment l'action dans le ring s'est déroulée qui m'a fait comprendre que c'est elle qui avait gagné. Alors ça se trouve, je dis n'importe quoi et c'est un peu un coup de bol. Mais en tout cas, sur ce match et sur tous les autres matchs, ça s'est avéré vrai. Je passe sur ce match et j'arrive au prochain match. Le prochain match, c'est un match un peu particulier, puisque il touche à quelque chose auquel je suis très sensible. C'est un partenariat ou un Forbidden Door, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, je sais pas exactement à quoi ça correspond là-bas. Est-ce que c'est un partenariat entre deux compagnies ou est-ce que c'est un one-shot? Mais en tout cas, Maika, donc membre du roster Stardom, dont on a pu entendre parler un peu. Moi, j'avais vu quelques tweets sur elle, j'avais jamais vu sa tête ni des extraits de ses matchs. Qui affrontait la Sendai Girls World Title, je raconte, la Sendai Girls World Champions, pardon, Shihiro Hashimoto, alors que je ne connais absolument pas évidemment. Donc déjà, au moment où j'ai compris que c'était un match interpromotion, j'ai kiffé, forcément j'étais obligé d'être hype. 14 minutes 55 d'un très bon match. Franchement, même la daronne elle était hype, je lui ai montré 2-3 extraits, et même elle était hype. Donc franchement, chapeau mesdames. Bon, tu sentais que c'était un match entre, alors j'allais dire deux anciennes, Maika à 30 ans, mais lutte depuis 2019, Hashimoto lutte depuis, je crois, 2015, quelque chose comme ça. Bon, moi j'appelle ça des femmes plutôt expérimentées. C'était pas brutal, hein, il y avait pas, on était loin du standard du deuxième match. D'ailleurs, entre les deux matchs, c'est marrant parce qu'il y a la pub. Tu vois que les gens viennent nettoyer le sang parce qu'il y a du sang qui a coulé à foison dans le match précédent. Donc voilà, c'était 14 minutes 55 d'un bon match. Évidemment, la championne de Sendai a conservé sa ceinture. Mais voilà, c'est un bon match qui passe, il est bien placé.
Je sais pas je sais pas encore ce que je pense de la construction de la carte. Si c'est volontaire d'avoir mis les 6 meilleurs matchs à la fin. Peut-être que j'en aurais mis un au début parce que en live ça a dû être compliqué, je pense, de rentrer complètement dans son show. Euh, mais en tout cas, à partir du moment où tu enchaînes ces deux matchs-là, tu te dis qu'est-ce qui pourrait bien se passer pour que le show déraille. Et bien justement, bah ça va pas du tout changer changer de cap. Le troisième match, non, le troisième match de cette lignée de 6 que j'ai trouvé magnifique. C'est un match assez particulier puisque c'est, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui ne connaissait pas, puisque c'est le match pour les titres tag team, j'imagine, le Goddesses of Stardom Championship, qui se voyait opposer en fait 4 membres de la même faction. Donc c'est la faction Stars, apparemment. Et donc les championnes Anan et Sayalida défendaient contre leurs coéquipières de faction, Azuki et Koguma. Alors, j'ai fait 2-3 recherches, j'ai essayé, mais je trouvais pas grand chose qui m'expliquait clairement ce que c'était. Du coup, si en commentaire vous avez la réponse, allez-y, éclairez-moi, vraiment je demande que ça. 14 minutes 26, en tout cas d'un très bon match tag. Pas grand chose à dire, mais c'était un plutôt bon match et on reste encore dans cette rangée. Vraiment, ce qui m'a vraiment aidé et ce qui m'a plu, c'est vraiment cette linéarité dans l'excellence. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as les 4 matchs plutôt bons qui sont passés, tu arrives à un excellent match et en fait après ça ne régresse plus. Bon, ça va même crescendo et tu ne fais que découvrir des talents que tu as envie de revoir derrière, que tu as envie de revoir et dont tu as envie de suivre l'évolution parce qu'il y a évidemment quelque chose dont je n'ai pas encore parlé et je vais en profiter pour le faire maintenant, l'âge des lutteuses. Je vais prendre juste les matchs dont j'ai parlé pour l'instant. Azumi, 22 ans. Suzuki, 22 ans. Mei Seira, 23 ans. Anan, 20 ans. Sayalida, 28 ans. Azuki, 27 ans. Koguma, 27 ans. Alors personnellement, moi ça m'a choqué. Alors je sais que ceux qui regardent souvent le Japon ont l'habitude, mais c'était automatique dans ma tête, ça a été un réflexe naturel de faire le comparo avec ce qui se passe de l'autre côté. Cet âge-là, normalement, t'es à NXT. Là, elle luttait dans peut-être le plus gros show de la compagnie, enfin dans peut-être l'un des plus gros shows pardon, du pays, dans le plus gros show de la compagnie, à des places hyper importantes, parce que c'était pas du fin fond de la carte. C'est vraiment la lignée des gros matchs. Vous verrez que plus tard, il y en aura aussi une qui est un phénomène, moi je trouve que c'est un phénomène en tout cas, qui a également 28 ans. Bah, d'ailleurs, je peux le dire, parce qu'en fait, Azumi et Starlight Kid, j'en ai pas encore parlé. Saya Kamitani, qui du coup est dans le main event, 28 ans aussi. Alors, Mayu Iwatani, 32 ans, c'est un peu beaucoup. Tam Nakano et Shuri, c'est des anciennes. Mais le reste, quoi, c'est dingue d'avoir autant de talent brut dans le haut de ta carte. Parce que oui, c'est des matchs de haute carte, c'est des matchs pour le titre. C'est pas n'importe quel spot qu'elles ont. Et avoir autant de précocité talentueuse dans le haut de ta carte, je trouve que c'est assez révélateur du bon travail que fait le Japon dans la formation de ses lutteurs. Et que c'est assez impressionnant. Donc, pour revenir au tag match, il était plutôt bon entre 4 superstars, dont une surtout qui ont encore toute leur carrière devant elles. Franchement, j'ai été plutôt impressionné. Et maintenant, je ne sais pas si je vous ai dit depuis le début que cette lignée de match était excellente. Je ne sais pas si je l'ai assez dit, mais le Big 3 de fin. J'ai rarement vu un enchaînement. La dernière fois que j'ai vu un enchaînement comme ça, c'est Révolution 2025, avec l'enchaînement Swerve Ricochet, Fletcher Osprey et Omega Takeshita. Parce qu'on a 3 matchs pour terminer le show. Surtout 2 qui sont potentiellement des matchs de l'année. Je dis peut-être une bêtise et peut-être que c'est trop tôt le 18 mai pour en parler. Mais IWGP Women's Championship entre la championne Mayu Iwatani et la vétérante Shuri, 21 minutes 54 d'un match. Mais c'était choquant d'excellence. Déjà, moi, ce qui me fait rentrer dans le match, c'est qu'après, je crois, 2-3 minutes, t'as un spot où Mayu Iwatani et Shuri s'élancent dans les cordes chacune, arrivent à pleine vitesse et envoient toutes les deux une tentative de balayette sur l'autre. Du coup, ça fait un énorme tibia contre tibia, juste incroyable. T'as des tentatives de meurtre de Shuri sur Mayu Iwatani, notamment sur la prise de soumission que j'avais partagée sur mes réseaux, parce que c'est assez choquant de tenter de dévertébrer. Je sais même pas si ça se dit, mais de dévertébrer quelqu'un comme ça. Non, franchement, c'était magnifique. Je crois que j'ai eu de la chance pour commencer un show Stardom, enfin pour commencer à suivre Stardom, je crois que j'ai eu de la chance de tomber sur ce show. Alors Shuri, j'en avais entendu parler, Mayu Iwatani, évidemment, j'avais vu le match contre Mercedes Moné, mais vraiment c'était juste magnifique. 21 minutes 54 de pur bonheur. Pour le coup, moi il y a un truc qui fonctionne bien avec moi pour voir si le match m'a fané ou pas, c'est que les matchs pas trop longs, mais les matchs longs déjà, parfois ça m'emmerde. Moi ma limite c'est 15, 16, 17 minutes.
pour que vraiment, si le match est correct, quoi. Il faut vraiment pas qu'il dépasse ça, sinon ça devient une bouse. 21 minutes 54, j'ai rien vu passer. Juste dingue. De toute façon, c'est à ça que tu vois les gros matchs, hein. Victoire de Shuri, qui du coup récupère la ceinture. Et donc, si j'ai bien compris, c'était le dernier match de Mayu Iwatani. De toute façon, on sent l'émotion. Ça c'est aussi quelque chose qui est bien, c'est que on brise le kayfabe, mais on brise le kayfabe intelligemment. C'est-à-dire qu'on te le brise quand il y a des émotions, quand tu vas être investi derrière ce brisage de kayfabe. Donc, apparemment, Mayu Iwatani, enfin pas apparemment, on le sait du coup maintenant, parce qu'elle a déjà démarré à Marigold, c'était le dernier match de Mayu Iwatani. Et bah, belle façon de conclure. Je me suis pas fait beaucoup de matchs de Mayu Iwatani pour savoir si c'est comme ça qu'on conclut un excellent run. Mais en tout cas, c'est comme ça, c'est une belle façon de finir son run à Stardom. La suite, le Wonder of Stardom Championship entre alors deux, je sais, Azumi je le sais parce que j'en ai discuté avec des amis, mais je sais pas si Starlight Kid c'est le même niveau de prospect. Mais 20 minutes 37 entre deux jeunes, sincèrement, c'était fort, c'était très 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 fort. De toute façon, Azumi, moi j'ai décidé de la renommer la frappe du Japon parce que j'ai kiffé le match qu'elle a envoyé à Dynamite mercredi dernier dans le 4-way eliminator face à Storm, Shirakawa et j'ai évidemment un trou de mémoire, Storm, Shirakawa et Sky Blue. 20 minutes 37, magnifique. Là encore, des spots, du dynamisme. Encore une fois, toujours cette construction qui est quelque chose qui au départ me dérangeait en plus quand je regardais New Japan Pro Wrestling. C'était des matchs qui commençaient plutôt lentement, qui commençaient voire tranquille, même très lentement, un peu relou. Et évidemment, au fur et à mesure du match, le dynamisme venait. C'est quelque chose qui me dérangeait. Et évidemment, je remarque, et de toute façon, je le savais, on me l'avait dit, je remarque qu'à force de voir du catch japonais, de m'y être habitué, c'est quelque chose qui me choque et qui m'embête beaucoup moins. Et qui du coup même me fait parfois apprécier les matchs parce que quand j'ai cette partie de 7-8 minutes au début qui est plutôt lente, où on prend son temps, ou dans les matchs plutôt techniques, on commence les travails comme sur ce match. Sur ce match, il y a un énorme travail de selling de Azumi sur son genou gauche, je crois. Starlight Kid en profite, etc. Encore une fois, de la brutalité après d'un certain moment. Et en fait, on te met ces éléments les uns après les autres. Et à chaque fois, les 7-8 dernières minutes des matchs, 5-6 dernières minutes, sont juste bourrées de dynamisme. Ça va dans tous les sens. Les meufs viennent de s'enchaîner des headbutts, des claques dans la gueule, des os tordus à force de faire des prises de soumission où elle te met le bras de l'autre côté du corps. Et elles enchaînent avec des spots de fou furieux jusqu'à la fin. Vraiment, elles se donnent sur le ring, c'est beau à voir. De toute façon, c'est le métier de lutteur, hein. Mais c'était vraiment un très beau match. Et encore une fois, moi, Azumi, deuxième match que je vois d'elle en une semaine, pardon. Juste très fort, j'aime beaucoup. Et enfin, le dernier match, et celui-là, je vous le recommande. Je vous recommande tout le show. Je vous recommande les 6 derniers matchs, en tout cas. Peut-être pas tout le show, mais les 6 derniers matchs, parce que tout le show, c'est beaucoup. Les 6 derniers matchs, si je devais vous recommander 3 matchs, c'est le Big 3 de fin. Et tout particulièrement, ce main event. World of Stardom Championship. Career versus Career match. Entre Saya Kamitani et Tam Nakano. Alors Tam Nakano, j'en ai souvent entendu parler parce que c'est une légende là-bas. Saya Kamitani, beaucoup moins. Et c'est fou parce que c'est la championne en plus. J'en ai absolument pas entendu parler ou alors j'ai pas fait gaffe. Simplement, le premier truc que j'ai vu d'elle, c'est un post sur Twitter avec l'entrée de Final Boss. Juste incroyable. Je vais en reparler de l'entrée parce que vraiment, moi devant le show, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique. En plus, le package promo. Alors je me suis pas fait tous les packages promo. Parce que bah, c'était en japonais, j'ai regardé en japonais. Celui-là, je me le suis fait. Je peux pas en dire grand-chose, si ce n'est que vraiment, elle est méchante. Elle est méchante, elle est sournoise, et elle est la méchanceté incarnée de la Don Callis Family. C'est sournois, c'est méchant, c'est vicieux. Tu le vois dans le package promo. À son entrée, c'est vraiment la bosse de fin. Surtout qu'en plus, ça contraste bien avec l'entrée de Tam Nakano, qui est tout Cosmic Angel, tout kawaii, tout gentil, tout rose et bleu, je crois. Enfin, vraiment, c'était assez marrant à voir. Ils ont bien appuyé le contraste. Et le contraste, il va se voir dans le match, 26 minutes 09 d'un classique. C'est un classique de chez classique. Encore une fois, ça commence tranquille. Surtout, 26 minutes c'est long, donc ça commence tranquille, puis ça se met en route. Puis Saya Kamitani devient méchante, puis Tam Nakano doit du coup devenir hyper combative pour récupérer la ceinture. Du coup, elle se met à devenir encore plus méchante. Du coup, l'autre, elle est encore plus combative. Elle hurle dans tous les sens à chaque spot. Saya Kamitani domine plutôt le match, en vrai. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle domine plutôt le match. Et que c'est cette domination qui va créer sa frustration et qui va faire qu'elle n'arrive
pas à battre Tam Nakano et elle va complètement péter les plombs. T'as évidemment de la brutalité à partir d'un certain moment. Vraiment brutal, c'est le mot des matchs parce que qu'est-ce que ça s'envoie des mandales dans la gueule. Alors ça s'envoie évidemment des headbutts totalement fous où t'entends le pare-choc contre le pare-choc, c'est horrible, t'as l'impression qu'elles vont faire un AVC. Il y a évidemment le segment des... Alors moi je suis pas fan des segments de baf de base, et celui-là elles se sont envoyées des mandales dans la gueule, c'était d'une violence sans nom. T'es très très pris, je pense que t'es très pris dans le match parce que même moi qui ne connaissais personne, j'étais plutôt investi émotionnellement dans le match parce que tu sens que Tam Nakano, quand tu sais que du coup c'est l'ancienne et que c'est elle qui va perdre évidemment parce qu'elle est plus âgée, parce que l'autre a 28 ans, parce qu'elle en a 37, qu'elle elle a fait sa carrière, que l'autre elle est championne, euh, tu le sais qu'elle va perdre, donc t'es investi parce que tu connais le destin tragique du match où la gentille va perdre, peu importe à quel point elle est combative, peu importe à quel point euh, elle revient, elle se sort des tombées, elle se sort des prises de son adversaire. Elle a des moments de domination, évidemment, elle se fait pas trimballer pendant 26 minutes. Mais à la fin, la fin du match est juste magnifique quand Saya Kamitani envoie ses finishers. Elle a le tombé, ça va faire 3, elle décide de la relever comment dire, par pure vanité, quoi. Elle décide de la relever, de renvoyer une prise. 1, 2, Tam Nakano se dégage. Et là, elle se décide de faire autre chose. Elle envoie le finisher de Tam Nakano. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que j'ai regardé le show sans connaître la moitié des trois quarts des finishers. J'ai dû comprendre parfois est-ce que c'était le finisher ou est-ce que c'était un finish exceptionnel, unique quoi, qui n'arriverait que à cette fois-là. Et je peux vous dire que j'ai toujours pas compris pour la plupart des catcheuses. Bref, elle lui envoie son propre finisher et elle conclut le match de cette façon. À la fin du match, gros discours, moi en japonais donc j'ai rien compris. J'ai essayé de trouver la promo sous-titrée anglais ou français par miracle, mais j'ai rien trouvé. Et en tout cas, c'était une très belle façon de conclure ce show qui était magnifique. Je peux vous donner les ratings Cage Match par exemple. 9,55 pour celui-ci, 9,37 pour le Shiori Mayu Watani, 8,32 pour le Starlight Kidazumi, 8,57 pour le Suzuki Meisera. Voilà, le show en un mot, c'était excellence. Magnifique, j'ai vraiment adoré. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Il y a des spots, moi j'ai encore des spots en tête. La prise de soumission évidemment de Shiori sur Iwatani, le Huracan Rana de... Donc c'est Saya Kamitani qui envoie le Huracan Rana sur Tam Nakano, elle est en train de souffrir, bord du ring. Tam Nakano s'élance pour lui envoyer un coup de genou dans la gueule. Et elle, tu sais pas comment elle se relève d'un coup, elle lui envoie un Huracan... Enfin, vraiment l'exécution est magnifique, elle lui envoie un Huracan Rana du bord du ring vers l'extérieur du coup. Je me suis levé de ma chaise, vraiment magnifique. T'as des coups de genou, des switching music de Tam Nakano qui sont juste excellents. Et donc ça m'a permis de finir ce show de la meilleure des façons. Maintenant, si je devais faire un bilan de cette première expérience, et pourquoi je vous recommanderais, déjà, allez, on va aller sur les côtés négatifs. Moi, j'aime bien 10 matchs, mais même moi qui aime bien 10 matchs, 5 heures de show, c'était beaucoup. J'ai pris 2 semaines à finir le pay-per-view. Alors, parce que c'était évidemment pas une priorité, j'avais d'autres choses à faire, mais c'est pas normal. Tu vois, le show par exemple, en fait, après je me dis que c'est leur gros show, donc peut-être que je dis une bêtise et que dans les commentaires on me dira que je dis n'importe quoi et que normal c'est leur gros show donc elles doivent envoyer autant de matchs. Mais c'est vrai qu'il y a 4 matchs qui sont assez. Quand tu sais que c'est ton début de show, puis il y a des matchs que j'aurais peut-être pas placé là vu le niveau de chaque match. Peut-être que tu commences par le Suzuki Meisera pour faire rentrer tout le monde dans le match, dans le show. Je sais pas, c'est des questionnements que je me fais en tant que gros néophyte de la compagnie. Donc je veux absolument pas donner de leçons, mais c'est peut-être le seul truc qui m'a dérangé. Sinon sur le reste, enfin vraiment, allez voir le show quoi. Si vous faites, en plus, moi je suis un débile, puisque comme je vous dis, je fais pas de recherche avant. Parce que j'aime bien tout découvrir sur le tas. Mais si vous faites des recherches, c'est-à-dire que vous allez comprendre à peu près qui est Tam Nakano, à peu près qui est Shuri, qui est Mayu Iwatani, qui est Saya Kamitani, pardon, qui sont en fait toutes ces femmes, qu'est-ce que ça représente le Sendai Girls World Championship défendu à Stardom. Enfin, vous aurez beaucoup plus. J'ai oublié de parler évidemment du fait qu'il y avait la dernière de Meiko Satomura, qui est évidemment une légende et qu'on connaît tous bien ici en France parce qu'elle a catché à NXT UK, elle a catché à WWE. En fait, vous aurez tout un lore que moi je n'ai pas eu, qui m'aurait peut-être aidé. Bon, je kiffe faire comme ça, donc je continuerai, mais vous aurez tout un lore qui vous permettra d'apprécier encore plus le show. C'est très axé in-ring, c'est très axé work rate, donc tous ceux qui préfèrent, on va dire, le storytelling, le storytelling des segments, vous n'allez pas être servi, parce que tu peux mettre du storytelling dans le match, hein. Dans tous les matchs, tu as du storytelling, que ce soit les 3 derniers ou le Hashimoto Maika. Donc ne vous laissez pas
à voir par le fait que j'ai dit que c'est que du workrate en fait, mais c'est assez spécial. Mais c'est une belle porte d'entrée, je trouve, dans cet univers. Il y a eu pas mal de choses importantes. Ça a l'air d'être un tournant quand même dans l'histoire de la compagnie et du catch japonais. Parce que tu perds quand même du coup 3 personnes là, Meiko Satomura, Mayui Watani et Tam Nakano. Peut-être qu'il y en a même d'autres et que je suis juste pas au courant. Mais tu perds 3 superstars. Enfin 3 superstars, 3 lutteuses. C'est plutôt intéressant. Et en tout cas, c'était une belle porte d'entrée. Pour conclure cette vidéo, tout d'abord, merci à vous si vous êtes restés jusqu'ici. Ça fait extrêmement plaisir. J'espère que le contenu vous aura plu. Si vous êtes là, c'est que normalement la vidéo vous a plutôt plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un commentaire en me disant ce que vous avez aimé. Vous pouvez lâcher un like, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner à mon Twitter qui est Philo67 et là où je suis plutôt actif. Si la vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Encore une fois, je rappelle que c'est un format que j'aimerais... c'est un format que je veux interactif. Donc j'ai potentiellement dit plein de bêtises sur ce show, notamment sur l'historique, sur le contexte, sur le lore, etc. Alors j'allais dire c'est le but, non le but c'est pas de se tromper évidemment, mais le but c'est d'apprendre et de découvrir ensemble. Donc si vous voyez des erreurs dans tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas en commentaire à me le faire savoir, à m'expliquer, parce que c'est toujours plaisant d'avoir des explications. Et à potentiellement peut-être me recommander des shows, me recommander des matchs, des lutteuses dont j'ai parlé que je n'aurais pas vu et que vous avez en tête, que ce soit des Highland Gym ou des matchs évidents. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter et à me donner votre avis en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à vous d'être restés jusqu'ici. C'était le premier épisode des Real Graps Journey. Je vous dis à très vite. Abonnez-vous à la chaîne et à celle des Sauveurs de la Lutte. Salut les petits filous. Mais avant de vous quitter, je viens vous hanter une dernière fois parce que je suis en post-montage et que j'ai remarqué que j'ai oublié quelque chose de très important. C'était l'épisode 1 des Real Graps Journey et je vous donne rendez-vous déjà pour l'épisode 2 dans la semaine, j'ai pas la date exacte, du 8 juin. On parlera d'un show qui a eu lieu en 2025. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec un indice qui s'affiche à l'écran. Salut à tous. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. The bathroom floor, you're floating around the room and you're naked. Then you fly down the bedroom door. I dream and you dream. I dream and you dream. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day.